Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mardi 8 avril. Ce soir, les 10 ans de l'hospitalisation à domicile, une alternative au long séjour à l'hôpital. Un service qui désengorge les établissements, qui coûte jusqu'à 3 fois moins cher et qui permet de rentrer en convalescence chez soi. Les débuts de Laurent Boudelier à la tête de Saint-Hilaire-de-Riez aussi ce soir. Le Quadra a pris ses fonctions il y a quelques jours à peine dans la commune. Nous avons suivi ses premiers pas. Et puis courage, l'été n'est plus si loin que ça. Pour preuve, le Puy du Fou ajuste les tout derniers détails avant sa réouverture prévue samedi. On connaît le secteur des services à domicile ou encore le passage des infirmières à la maison quand on a par exemple besoin de changer un pansement. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que le maintien à domicile est aussi possible pour les personnes plus lourdement malades ou dont la convalescence nécessite des soins un petit peu plus compliqués. On appelle cela l'hospitalisation à domicile, une alternative qui fête cette année en Vendée ses 10 ans. Alix Solanos. Depuis plusieurs mois, Michel Gronot est en HAD, hospitalisation à domicile suite à une grave infection. Il suit un traitement complexe, 2 fois par jour, dispensé par une infirmière. Sa convalescence est certes longue, mais depuis qu'il est sorti de l'hôpital, il revit. Ça a été quelque chose de, je veux dire, de miraculeux. Parce que d'un seul coup, vous êtes chez vous. Au niveau du moral, c'est quelque chose de... Ça n'a rien à voir. Et le moral, Annick Hérault, infirmière, le sait parfaitement, est un élément clé dans le rétablissement de ses patients. Qui ne va pas être réveillé forcément à 5h30 ou à 6h du matin pour une prise de tension, il va dormir, il va récupérer, il va manger la cuisine familiale, il va pouvoir recevoir de la visite. Tout ça, c'est des choses qui font du bien au moral. Et la récupération, elle peut être vraiment importante. Si Michel a pu bénéficier de l'HAD, c'est notamment grâce à la présence de Marie, sa femme, disponible et capable de s'occuper de lui. Chaque cas d'hospitalisation à domicile est en effet discuté et étudié avant que le processus ne puisse se mettre en place. Ils sont venus voir aussi comment était la maison, si c'était possible de le mettre. Puis on a discuté beaucoup. Et puis ils ont jugé que c'était possible, qu'on pouvait l'envoyer à la maison. Des petites pommes de terre rissolées avec le tourne d'eau, ça doit pas être mal. Michel a le sourire. Ce midi, Claude, un ami du couple, est venu déjeuner et cuisiner. L'infirmière, il la reverra ce soir. Et puis ce sera le tour du kiné. Mais quels que soient les soins et les difficultés, aujourd'hui, Michel a le moral pour tout encaisser. Comme lui, depuis 10 ans, 4000 patients ont pu être hospitalisés à domicile. Alors Michel n'est pas un exemple isolé, une centaine de Vendéens est suivie chaque jour par le réseau qui s'est créé autour de l'hospitalisation à domicile, ce qui permet évidemment de soulager les hôpitaux. Clairement, c'est l'objectif aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut non seulement désengorger les services hospitaliers qui sont pleins, mais aussi c'est un coût moindre sur le prix de journée, quasiment 3 fois moins cher qu'une hospitalisation traditionnelle. Ça s'adresse déjà à tous les âges. On prend en charge aussi bien des enfants que des personnes âgées. Et puis effectivement, pour rentrer en HAD, il faut avoir une pathologie qui nécessite des soins assez complexes, continus, répétés dans la journée. Tout peut être pris en charge à domicile, notamment beaucoup de patients en fin de vie. Au chapitre politique, le nouveau Premier ministre a prononcé cet après-midi son fameux discours de politique générale, la feuille de route en quelque sorte que compte appliquer Manuel Valls avec l'ensemble du gouvernement et qu'il présentait donc cet après-midi aux députés. À retenir la proposition de réduire de moitié le nombre de régions françaises, l'abaissement des cotisations familiales pour les salaires jusqu'à 3,5 fois le SMIC ou encore la baisse du taux normal de l'impôt sur les sociétés. On a un Premier ministre qui n'est pas capable de nous annoncer des mesures courageuses dès maintenant. Aucun effort de l'État n'a pu être signifié dans son intervention. Les efforts, il les reporte vers les collectivités locales en particulier, où il va demander encore 10 millions d'efforts supplémentaires. On voit bien que M. Valls est à court d'idées. Un discours, d'abord, j'ai trouvé très républicain. Et puis, ce que j'ai particulièrement apprécié aussi, c'est qu'il a un peu renvoyé chacun à ses responsabilités. Et derrière ça, moi, j'ai senti une envie de mobilisation tout entière de la société, quoi.
Et puis notez que Thierry Lataste, l'ancien préfet de la Vendée entre 2007 et 2010, reste le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur malgré le changement de direction. Bernard Cazeneuve l'a confirmé dans ses fonctions. Concernant les élections municipales, on disait hier que le chapitre 2014 était désormais quasiment terminé. Eh bien, certains anciens candidats joueraient les prolongations, si l'on peut dire. Selon nos consoeurs de France Bleu Loire-Océan, le tribunal administratif de Nantes aurait enregistré 9 recours vendéens, des listes qui contestent le déroulement de la campagne ou du scrutin. 9 recours donc, dont celui d'Yves Roucher au Sables-d'Olonne. Jusqu'à une dizaine ou une quinzaine de voix qu'en règle générale le juge prononce l'annulation. Mais encore une fois, c'est en fonction, je dirais, du rapport entre le nombre de voix d'écart entre les deux candidats ou les deux listes et d'autre part les électeurs inscrits. Lorsqu'on est, je dirais, avec un nombre de voix qui correspond à un pourcentage au-delà de 1%, je dirais, des électeurs qui se sont prononcés, en règle générale, le juge ne va pas vouloir se prononcer, ou plutôt ne va pas vouloir s'immiscer dans la vie démocratique. Alors concernant les Sables-d'Olonne, Yves Roucher dénonce en fait des tracts anonymes et diffamants distribués jusqu'à la veille du scrutin. Il demande donc à la justice de se pencher sur le déroulement de ces municipales 2014 aux Sables-d'Olonne. À Saint-Hilaire-de-Riez, le conseil municipal a été officialisé samedi et comme dans les 282 communes de Vendée, les conseillers ont profité de cette réunion d'installation pour élire le maire. Laurent Boudelier est donc pour les 6 prochaines années le premier édile de la commune. Karl Laboureux l'a suivi dans ses débuts de nouvel élu. Il faut qu'on donne des signaux à la population comme quoi ça s'est déjà un peu mis en marche. À 43 ans, Laurent Boudelier prend les rênes de Saint-Hilaire-de-Riez, une commune qu'il connaît bien pour y avoir grandi, mais aussi pour y avoir déjà assuré un mandat de conseiller municipal. Alors évidemment, pour lui, le fonctionnement d'une mairie n'est pas vraiment une découverte. Je suis très très conscient de la charge de travail et de la pression que ça incombe, mais je suis quand même assez serein. L'équipe derrière est quand même très bonne et la connaissance des dossiers et de la vie municipale me permet d'être assez serein. Et même en comité de commune, je connais les intervenants, donc c'est quand même aussi agréable. Serein mais attentif tout de même, car la fonction de maire requiert davantage de temps, notamment. Laurent Boudelier a ainsi décidé de déléguer son activité professionnelle de chef d'entreprise et de consacrer l'essentiel de ses journées à sa commune. Et j'ai un nouveau rendez-vous. De qui ? À signature. Et puis le poste de premier magistrat s'accompagne également de davantage de responsabilités. C'est lui qui coordonne les différents services, notamment en cas de problème. Ça, c'est un document qui sert donc pour les élus qui sont d'astreinte. Donc on y trouve toutes les coordonnées des services qui peuvent être mobilisés lorsqu'il y a un problème sur la commune. Et donc on a également le pass pour toutes les installations municipales, de manière à ce que vous puissiez pénétrer sur tous les sites. Voilà. Laurent Boudelier a dorénavant les clés de la ville pour les 6 prochaines années. Ses clés, mais aussi son destin. Et l'un des gros dossiers prioritaires est celui du projet Thalasso. Un projet qui divise et pour lequel Laurent Boudelier souhaite organiser rapidement une consultation de la population. Bref, place maintenant au travail. Alors pour conclure sur ces municipales, au terme des élections 2014, 9 communes vendéennes sur 10 sont dirigées par un homme. Seules 29 femmes ont été élues. Le doyen a 76 ans, il est à Mareuil-sur-Lay et le plus jeune, 31, c'est le maire de Talmont-Saint-Hilaire. À 3 jours du probable examen des repreneurs par le tribunal de commerce de Nanterre, un examen déjà reporté 4 fois, une partie des syndicats de Fagor-Brandt est très inquiète. Les élus ne savent toujours pas si Arnaud Montebourg va accepter de les recevoir avant vendredi, date de l'audience donc. Ils souhaitent rencontrer le ministre de l'économie pour l'alerter sur le refus des Espagnols à vendre les marques de Fagor-Brandt, en tout cas au prix proposé par Cévital, le repreneur le plus intéressant. Et sans ces marques, Cévital compte bien jeter l'éponge. C'est donc cette semaine que l'avenir des 440 salariés de La Roche-sur-Yon et d'Esnay devrait être connu.
1914-2014, vous le savez sans doute, on commémore cette année le centenaire de la Première Guerre mondiale. Plusieurs événements sont donc prévus tout au long de l'année. En voici un nouveau. L'ICES organise demain et jeudi un grand colloque sur les débuts de la Grande Guerre, la crise de juillet 1914 et l'Europe. 2 jours au cours desquels des intervenants européens vont se succéder devant le public. Ancien ambassadeur de la Serbie, vice-président de l'Académie roumaine ou encore professeur à l'Université de Vienne en Autriche. L'occasion d'étudier la Première Guerre mondiale sous un autre prisme que celui de la France. Nous savons que c'est au mois de juillet 14 que l'enchaînement des événements a conduit aux déclarations de guerre successives à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août 1914. Et c'est ainsi que démarrera ce conflit qui est le premier conflit de cette nature dans l'histoire de l'humanité, car on avait connu bien sûr auparavant des guerres extrêmement meurtrières, mais jamais des conflits à la dimension planétaire. Notez que ce colloque est gratuit, qu'il est destiné à toute personne qui s'intéresse à la Première Guerre mondiale et ça se passe donc à La Roche-sur-Yon, à l'Institut catholique d'études supérieures. En sport, le 62e circuit Sarthe Pays de la Loire s'était lancé ce matin de Saint-Jean-de-Mont. On parle de cyclisme évidemment. 17 équipes sont en course, dont le Team Europcar. Alors pour vous donner une idée du niveau, sur ces 17 équipes, les 3/4 vont participer cet été au Tour de France. Pour l'instant, première étape donc entre Saint-Jean-de-Mont et Saint-Géréon, c'est en Loire-Atlantique. Une étape remportée par Nasser Boigny, le cycliste de la FDJ, qui a remporté le dernier Tour de Vendée. Les 17 formations ont amené pratiquement leurs meilleurs éléments, donc ça va être très disputé, une étape très disputée, et je pense que l'ensemble également de l'épreuve va être très disputé par un temps clément, j'espère. Images et interviews de notre correspondant très sportif Jean-Marie Bidot. On va prendre maintenant la direction du Puy du Fou. Le parc d'attractions peaufine les tout derniers détails avant son ouverture prévue samedi. Le lancement de la saison 2014 est donc imminent. Anthony Jamin. Au Puy du Fou, dans le bourg 1900, tout est calme. Du moins en apparence. Un peu partout, on s'active pour que tout soit prêt pour le jour J. Selon les nouveautés de chaque année au Grand Parc, on va développer des nouvelles gammes de produits. Et donc en général, c'est plusieurs centaines de nouveaux produits chaque année. Du côté des jardiniers, pas de temps à perdre non plus. Cette année, pour le seul projet du camp du Drap d'Or, le nouvel hébergement thématisé du Puy du Fou, près de 45 000 plantes et arbustes sont mis en terre. Étant donné que tous les ans on rajoute des nouveaux sites, on est obligé de faire des nouvelles liaisons entre eux. Et en fin de compte, on plante, on fait des allées, qu'il y ait un lien entre les différents sites au Puy du Fou. Nous, notre travail, c'est de remettre en état le parc, la décoration, les accessoires, pour redonner un petit peu de vie aux différents sites du parc. À l'entrée, Jean-Luc, lui, installe une structure qui deviendra un support de communication. C'est une petite structure métallique qui fait décoration. Et, il va y avoir tout un tas de publicités pour voir l'attraction qu'il va y avoir au Puy du Fou. Le seul problème, c'est comme nous sommes parc saisonnier, il ne nous reste plus que 6 mois, à peine 6 mois pour faire les travaux. Donc c'est très court, en fait, de début octobre jusqu'à mi-avril à l'ouverture du Grand Parc. C'est très difficile de faire comme cette année 23,5 millions de travaux. Difficile, mais pas impossible. Ici, on a même pris l'habitude de travailler jusqu'à la dernière minute. Car la règle d'or au Puy du Fou, c'est d'avoir accès partout et à tous les spectacles, hormis la cinécénie, dès le jour de l'ouverture. Alors comme chaque année, le parc a prévu quelques nouveautés, vous en avez d'ailleurs aperçu. En 2014, c'est la Renaissance qui est à l'honneur. Le camp du Drap d'Or proposera aux visiteurs de dormir dans la réplique des tentes montées par François Ier pour Henri VIII d'Angleterre. S'ajoute à cela, vous le voyez sur les images, un tout nouveau spectacle au sein du fameux château du Puy du Fou, décor jusqu'à présent inaccessible de la cinécénie. Tout le monde connaît, parmi nos visiteurs fidèles en tout cas, ce château dans la mesure où il a servi de décor et il sert de décor à la cinécénie du Puy du Fou qui a fait notre réputation. Et puis tout à coup, on propose à nos visiteurs d'entrer dans cet envers du décor et donc dans le décor réel, mais au cœur de ce château, 2000 m² que nous avons entièrement repensé, rééquipé pour mettre en valeur cette architecture, mais surtout pour que la visite soit un véritable spectacle.
Le parc du Puy du Fou qui ouvre donc ses portes samedi. Un peu de musique à présent. Vous vous souvenez peut-être du groupe Epsilon, ces Vendéens qui ont commencé par le tremplin de poupées et qui assurent aujourd'hui les premières parties de Philippe Catherine ou encore de Kali. Et bien après 5 concerts en Chine en 2012, ils viennent de boucler une tournée de 15 dates en Asie, Hong Kong, Macao ou encore Shanghai. Epsilon a joué devant des salles combles, jusqu'à 2000 personnes très fans du rock celtique à la française. Ils sont très curieux parce qu'ils se déplacent, il y a 1000 personnes à chaque fois qu'on a joué et ils ne nous connaissent pas, on est des inconnus pour eux. Alors après les concerts, c'est comment ? C'est l'hystérie. Non, non, c'est vrai. C'est photos, autographes. Ah mais non, c'est fou. Hein. Et puis tout de suite, ils sont très réseaux sociaux. Alors ils ont leur Weibo, leur GGN. Donc tout de suite, ça fuse sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de l'entretien d'Epsilon dans la grande émission de ce soir à partir de 21h. Pas de musique, mais de la peinture pour l'homme que l'on va découvrir maintenant. Ancien journaliste à TF1, Daniel Voyer est désormais installé en Vendée. Un nouvel environnement pour une nouvelle vie, puisqu'il est aujourd'hui peintre. Grégoire de Châtillon. C'est simple, quand il pleut, il peint. Parmi les univers qui le touchent, il y a la mer. Alors, aidé d'une photo, il réalise ses propres tableaux. C'est certainement un bateau, un pêche-promenade, immatriculé au sable, je vois ça. En quittant le travail à Paris, quand je suis arrivé là, j'ai eu du temps libre au début, et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis c'est venu comme ça, balbutiant au départ, et puis j'ai trouvé un style à un moment donné, réaliste. Et puis ça m'a convenu, et puis j'ai développé. Parmi les différents thèmes qu'il a pu explorer pour l'édition, la mer revient souvent. C'est une série de 40 portraits de personnes ayant une activité liée à la mer. 40 rencontres fantastiques. C'est un côté mystérieux, la mer. Un pêcheur qui est dans le livre, là, Patrice Faucheron, je l'appelle régulièrement, il est en pleine mer, il me raconte ce qu'il fait quand il essuie des coups de tabac. L'autre jour, il m'a dit que ces 2 gars avaient sauvé un autre pêcheur. C'était beau. Quand on habite en Vendée et que l'on est curieux, le regard prend souvent la direction de l'océan. Daniel Voyer n'a jamais cessé de s'intéresser à ce qui l'entoure. C'est sûrement pour ça qu'il est devenu journaliste. J'ai toujours été passionné, baladé. J'ai voulu faire ça dès l'âge de 14 ans, ce boulot-là, et je l'ai fait. 20 ans la rédaction de la Une, à faire la politique étrangère pendant 15 ans notamment, et à la fin faire un peu ce qu'aujourd'hui on appelle les racines et les ailes, c'est-à-dire que le portrait de 80 villes, de 22 pays dans le monde, la découverte permanente. Et puis maintenant, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai la vie devant moi. La vie passe au pied de ma maison. La famille de TV Vendée s'agrandit une nouvelle fois. Pierre Dalicieux est papa d'un petit Jean depuis ce matin. Toute l'équipe souhaite évidemment beaucoup de bonheur aux heureux parents et aux bébés. Le temps de demain, avant de se quitter, eh bien, un milieu de semaine qui s'annonce plutôt agréable puisque ce mercredi devrait être bleu et très peu nuageux. Attention en revanche, côté température, quelques gelées ne sont pas à exclure le matin, notamment dans l'est du département. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.